On a une fête qui s'appelle la fête de Shavuot, qui correspond historiquement au don de la Torah il y a 3300 ans. Mais nous partons toujours du principe que la Torah, elle se renouvelle en permanence. Ça veut dire qu'en fait, le don se renouvelle en permanence. Et nous avons l'habitude, pour tout simplement appréhender cette fête, d'avoir un texte qui nous accompagne pour cette fête. On lit une Megillah, pas la Megillah de Purim, parce que c'est la Megillah d'Esther, mais on lit la Megillah d'un autre personnage qui s'appelle Ruth. C'est un personnage de la Torah. Et il faut essayer de comprendre, parmi tous les minagim, toutes les coutumes, il n'y a pas beaucoup de minagim en fait à Shavuot. Il y a le minag, l'habitude, des tartes au fromage, ça c'est vrai. Mais il y a pas, à part ça, il n'y a pas grand-chose si ce n'est la lecture du livre de Ruth. Et maintenant, on est en droit de se poser la question, est-ce que vous connaissez un petit peu qui est Ruth, le personnage de Ruth? Oui, c'était la fille de Boaz. Non, pas la fille. Non, c'est la, la belle-fille de Naomi Bravo, qui, qui avait perdu son mari. bravo, très bien. C'est le Moabite, c'est ça? C'est le Moabite, bravo, on y arrive. C'est Le converti. puzzle, extra. Donc je vois qu'il y a de la connaissance. Alors je vous explique exactement qui est Ruth. Donc, comme tu l'as dit, c'est une Moabite. Ça veut dire elle vient de la nation la plus décriée du judaïsme. C'est la seule nation pour laquelle on accepte les conversions, mais une fois que la personne est convertie, on n'accepte pas de les rentrer dans la Keïla. On ne peut pas se marier sous une choupa. C'est les seuls. Bon, aujourd'hui, il n'y en a plus parce qu'en fait, on n'arrive plus à pointer du doigt qui vient d'où. D'accord? Donc, il n'y a pas plus de problème. Mais, à la base, la Torah dit Lo yavo Moab bekal Hashem. Un Moabite, j'ai pas envie qu'il rentre dans la Keïla, dans la communauté juive. Il peut se convertir, mais il reste sans kiddushin, sans mariage. Ça, c'est. J'ai mis dans le groupe, t'es dans le groupe du mardi, j'ai mis le document dans le groupe. Ah mince, alors tu prends, tu prends en photo ça, c'est plus simple. Je te mets dans le groupe. Donc, Ruth est une personne qui va. Alors, ça, on va voir tout le début là. Il y a Elimelech et Noémie qui vont partir d'Israël, on verra pourquoi. Ils vont s'installer dans les plaines de Moab et là-bas, les deux fils de Noémie et de Elimelech, donc un qui s'appelle Machlon et l'autre qui s'appelle Kilion, vont décider de tout simplement se marier avec ces deux Moabites. Alors vous inquiétez pas, on fait une première conversion pour les rendre adéquates avec ces deux maîtres. Le problème est suivant, c'est que juste après, on verra tout de suite, le mariage, il y en a un qui meurt, et l'autre qui tombe malade, il meurt au bout de 10 ans. Et merci beaucoup, Khazak. Et ce que au début pouvait être vu comme quelque chose de magnifique, tu te rends compte, les deux fils du plus grand rabbin, ils se sont mariés avec une fille étrangère, et c'est beau, et c'est magnifique, ouais. D'un coup, les gens commencent à jaser en disant, oh là, et si ça portait pas bonheur? Ouais, un truc, tu vois, les morales populaires, quoi. Alors que la halakha permis, point barre. Si la halakha permis, il n'y a pas de problème. Bon. Donc ça, c'est, si vous voulez, ce qui se passe au niveau de l'histoire. Et Ruth, comme on l'a dit, après la mort de son mari, va décider, malgré coûte que coûte, de suivre de façon magnifique sa maman, sa belle-mère, remonte en Israël depuis Moab, et vivre donc une vie d'indigence, alors que c'est la fille d'une princesse. D'accord? C'est la fille d'une princesse. Donc ce qu'on va essayer de découvrir ici, c'est qu'est-ce que va nous apprendre par rapport à la Torah Ruth. Et la question est posée, évidemment, par un Midrash qui dit, mais quel rapport y a-t-il entre la fête qui parle du don de la Torah et un personnage qui s'appelle Ruth? Quel rapport y a entre ça? T'aurais cherché un personnage emblématique de la Torah, du don de la Torah, qu'est-ce que tu aurais pris comme personnage? Moshe, par exemple, ou bien peut-être même mieux que ça. Aaron. Non, pas Aaron, non. Au niveau Torah, vraiment. Non, non plus. Ça veut dire, on peut aller plus bas. Rabbi Akiva. On aurait dû avoir peut-être Moshe, on n'en parle sans arrêt dans la Torah, mais tu aurais pris l'histoire de Rabbi Akiva et tu aurais quelque chose qui ressort. C'est-à-dire que, qu'est-ce que fait, on va dire, presque un personnage féminin qui vient quelque part être l'emblème même de la Torah, quelque chose d'incroyable. Ça, c'est une question du Midrash au 2e siècle, 4e siècle après Jésus. Le Midrash pose la question, mais quel rapport? Et la réponse du Midrash, elle est incroyable. Elle dit que de la même façon, il est mon texte, il est là, de la même façon, dit le texte, que la, tout le livre de Ruth parle du concept du chesed, de la bonté, de la même façon, la trame essentielle de la Torah, c'est le chesed. Ouais. Ça, vous pouvez passer le doc. Il est Ouais. doc, il est sur en digital. Ah, super.
Donc, je répète, pourquoi on a mis dans la même auberge Ruth et la Torah et le don de la Torah, la fête de Shavuot? Parce qu'en fait, les deux procèdent de la même essence. Ruth est entièrement chesed et la Torah est entièrement chesed. Et là, évidemment, on est obligé de comprendre ce midrash. En quoi Ruth est entièrement chesed? Il y a des péripéties, il y a des choses. Pourquoi ça passe du chesed? Alors, c'est assez simple finalement pour Ruth. C'est vrai qu'une femme qui décide de rester coûte que coûte dans le judaïsme alors qu'elle a tout perdu. C'est une princesse, la fille de Eglon, qui était le roi de Moab. Donc elle aurait pu, une fois que son mari est mort, et c'est vrai qu'un juif, c'est magnifique, il est mort, maintenant tu retournes et tu vas être une princesse. Elle va décider de donner sa vie, toute son existence, pour rester juive. Et ça, c'est un don de soi qui est incroyable, c'est du chesed à l'état pur, c'est magnifique. Maintenant, ça c'est Ruth, on arrive à comprendre qu'elle est entièrement chesed, et c'est beau, c'est magnifique. Maintenant, en quoi la Torah est entièrement chesed? Il y a effectivement des choses qui parlent du chesed dans la Torah, mais il n'y a pas que ça. Dans les 613 mitzvot, il n'y a pas que du chesed, Le donc chesed, c'est le don de soi. c'est le don gratuit de Parce que soi ou d'autre chose. la Torah, quand on dit don de soi, c'est qui le soi, entre guillemets? C'est Hachem? Ce que tu as, toi. Ton temps, ton argent, ta personne, tes ambitions, tout. Tu donnes tout à la Torah. Ça, c'est ça. C'est nous qui donnons la Torah, mais là, Qui est donnant à la Torah. ce que vous dites, Non, mais je Ruth, dis elle la a Torah tout elle-même. fait. Non. La Torah, elle ne parle La que de Torah, la chesed. chesed. Ah, Elle ne parle que de chesed. Et ça, d'accord. c'est faux. Enfin, c'est faux, c'est pas la. Et donc, faudrait essayer de comprendre, d'après ce midrash, cette optique complètement originale de comprendre derrière chacune des mitzvot un principe antécédent qui s'appelle ma faculté de me consacrer à quelque chose, soit à mon prochain, soit à Dieu. Et derrière chaque mitzvah, même les téphilines, qui sont des choses qui n'ont pas l'air du chesed, c'est une façon de consacrer du temps à Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre dans la trame. Maintenant, je voudrais juste faire un point de définition. Désolé, hein, j'ai des grosses cherchures avec ce temps-là. Et donc, je voudrais vraiment faire un point de précision par rapport à la terminologie chesed. En m'inspirant du Rambam, qui va nous expliquer la ligne de démarcation qui existe entre la notion de tzedek, qui veut dire justice, tzedaka qu'on traduit par aumône, et chesed qu'on traduit par bonté. Ça a l'air de s'entremêler, ça a l'air de se chevaucher. Quand tu fais de la tzedaka, tu dis, ben, je fais du chesed aussi, je donne à un pauvre, ouais. J'ai une boîte de tzedaka, c'est du chesed, ouais. Et quand je fais du tzedek, eh ben, ça veut dire, j'ai l'impression il y a aussi un esprit de chesed, ouais, tzedek. Alors le Rambam va dire un truc extraordinaire, c'est très important d'avoir cette définition. Si vous devez retenir quelque chose de ce soir, au moins retenez cette définition. Il dit que le tzedek, c'est lorsque je suis amené à donner, parce qu'on m'oblige de donner. Exemple, quand tu payes tes impôts, ouais, bien en fait, t'as pas trop le choix. Parce que tu as beau avoir consulté le meilleur fiscaliste qui va te réduire au mieux l'assiette fiscale, bah, au bout d'un moment, il y a une assiette, quoi. Même si elle est petite. C'est pas une grande assiette, une petite assiette, mais là, il faudra ponctionner un pourcentage. Ouais. Et donc, tu as payé et tu as pas les deux gaietés de cœur. Maintenant, il n'y a pas le choix. Alors, il n'y a pas que les impôts, rassurez-vous. Dans certaines communautés d'Europe centrale, c'est tout à fait admis, pas que même au Maroc, qu'en fait, le chef de la communauté imposaient en fonction des fortunes des gens, des salaires des gens, ils imposaient un pourcentage pour la communauté, point barre. Maintenant, celui qui est pas content, eh ben, il pourra toujours courir pour être enterré dans un cimetière juif. Ils ont rigolé pas. Il pourra toujours courir aussi pour avoir une place à Rochen, à Kippour. C'est-à-dire, il y avait un paiement obligatoire qui était soit un fixe, soit en fonction des fortunes. Et c'est un truc qui était respecté. Maintenant, quand les gens payent, ils disent, bon, bah, écoute, c'est la communauté, tout ce que tu veux, j'ai pas trop le choix. Donc, ce don-là, ne s'appelle ni tzedaka, ni chesed. Maintenant, il y a un deuxième chapitre qui s'appelle la tzedaka, qui n'a aucun rapport avec le tzedek. C'est le même terme, mais c'est pas pareil. Tzedaka, c'est lorsque je suis sollicité, mais je suis pas obligé. On t'appelle en te disant, voilà, est-ce que tu pourrais aider telle et telle personne, telle et telle organisation? Ouais. Alors là, tu peux dire oui, comme tu peux dire non. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Un ami, une copine t'appelle et te dit, écoute, Max, ça t'embête pas de... J'ai besoin de parler en ce moment, j'ai un peu spleen, j'ai un peu le blues. Et là, manque de peau, Max, il comptait voir tranquillement la demi-finale ou la finale de la Ligue des Champions.
Et il sait pertinemment qu'en parlant avec la personne qui l'appelle, il en a pour 2 heures, pour le remonter. Donc là, le bonhomme, il a 2 choix devant lui. Soit il se dit, bah, tant pis pour la Ligue des Champions, je voulais me faire un kiff, un cinéma, j'ai pas une sortie. Soit il se dit, ça me saoule, quoi. Je dis, j'en ai marre, je peux l'appeler demain, ça va, il a le blues, ça va, il est pas suicidé, ça va, c'est bon. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, écoute, je suis désolé, tunnel, il raccroche, il dit, ça capte pas. Ouais, c'est une technique, comme il y en a plein d'autres, ouais. Ou bien, désolé. Donc là, c'est ce qu'on appelle, s'il décide de consacrer ce temps, c'est tzedaka. On a tendu la main, il a prise. Jusque-là, on n'a pas commencé à parler du chesed. Pardon. Le chesed jaillit à partir du moment où tu, tu es ni sollicité, ni tu es obligé. Ok. Ça veut dire que de façon spontanée, tu vois quelqu'un que tu peux aider, il ne t'a pas fait signe, et tu décides de l'aider. Je vous donne un exemple que j'aime bien. Voilà, par exemple. Tu prends par hasard, sans que ça ait été prémédité, que justement ton copain Max va déménager ce dimanche. Tu as l'expérience de déménagement, tu sais que c'est une galère, tu sais que Max a des enfants, tu prends ton téléphone, tu dis, écoute Max, j'ai appris que tu déménageais le dimanche, oui c'est vrai, écoute regarde, je vais te donner des conseils. Crois-moi, moi je suis un vieux routard de ça. Première des choses, surtout, tu donnes pas les cartons avec de la vaisselle ou des choses un peu fragiles aux déménageurs. C'est des brutes, ils vont tout briser. Moi, si tu veux, je te propose, je sais que tu as une petite voiture, moi j'ai un espace, je te propose de te la prêter pour ce dimanche. Comme ça, tu mets les cartons fragiles. Ah, c'est sympa, c'est adorable, merci beaucoup. Ouais. Mais pas que. Tu sais quoi, regarde, je t'explique. La pire des choses dans un déménagement, c'est les enfants. Insupportable, un dimanche en plus. Ouais. Si tu veux, je vais aller chercher Motsé Shabbat, qui sont dans la même école que moi. Je les garde chez moi, tout dimanche, je les sors et tout ça. Lundi matin, je les amène à l'école. Ah ouais, elle est belle, ouais. Ah, c'est vraiment gentil. Maintenant, quand la personne qui appelle et qui propose ça fait ça, ni l'autre lui a demandé, ni c'est un retour d'ascenseur, on va pas d'un retour d'ascenseur, c'est que spontanément, il a envie de donner à l'autre. Maintenant, c'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif. C'est aller à rebours de ce qu'on appelle l'instinct de survie. Parce que l'instinct de survie, je vous le dis, mes amis, quand vous aurez des enfants, vous comprendrez, si j'ai un dimanche pépère avec un beau temps, la dernière des choses, c'est de me rajouter les enfants du copain. C'est tout sauf ça. L'instinct de survie me dit, si j'ai des ressources, du temps, de l'énergie, il est pour mes enfants, pas pour les autres. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête? Je suis fou. Je suis maso ou quoi? Donc l'instinct de survie te dit, mais protège-toi, hein. Au contraire. Ouais. Eh bien, en fait, le chesed, c'est quand tu vas aller à rebours de cet instinct de survie. C'est quand tu fais quelque chose qui a l'air complètement, mais t'es malade, quoi. Il y a marqué pigeon sur ton front, quoi. C'est quoi ce délire, ouais. Ça, c'est là que tu commences à flirter avec le monde du chesed. Maintenant, il faut bien comprendre que les enjeux sont colossaux. Ça veut dire, je donne un exemple plus trivial, l'histoire du déménageur, je pense que vous n'avez pas arrivé encore, ouais. Je vous souhaite que ça arrive. Mais tu peux avoir dans la vie eu l'occasion de faire traverser un aveugle ou aider un aveugle dans le métro. Ça peut arriver plus souvent. Est-ce que vous avez remarqué comment on se sent? Tu as pris un petit peu de temps, 30 secondes, tu le prends par la main et tu l'aides à traverser. C'est quoi ton ressenti? Tu t'es arrêté 2 minutes en disant, à part le fait que c'est normal de le faire, tu sens pas que tu as fait quelque chose de grand? Tu te sens pas grande ou grand? Oui, je me sens grand. Eh ben, cette sensation de grandeur, de noblesse, c'est un neshama qui est en train d'exulter. Elle kiffe sa race. Parce qu'en fait, on est constitué à la fois de corps et de neshama. Le corps, c'est très simple pour le sustenter. Tu prends les mets que tu adores et tu pourras sustenter. Prends le document. Tu es dans le groupe ou pas, non? T'es pas dans le groupe? Non. Alors bon, prends la photo, après je te mettrai dans le groupe. Je suis en train d'expliquer ici que on lit la Migla de Ruth le jour de Shavuot, alors qu'on aurait pu prendre un personnage typiquement thoraïque de Shavuot. On lit la Migla de Ruth parce qu'en fait, le personnage de Ruth est totalement chesed et la Torah est totalement chesed. Alors, on veut expliquer maintenant la définition du chesed. On vient de définir que la définition du chesed, c'est lorsque je donne à l'autre quand j'ai pas été obligé ni sollicité. Et quand tu fais ça, j'ai dit, quand tu fais traverser un aveugle, il te voit pas.
T'es pas demandé. Parfois, il peut te demander. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider. Non, mais tu le vois de loin, tu vas, tu cours, tu le truc. Tu te sens bien. En fait, cette sensation de bien, t'as jamais à l'exil parce que tu sens que tu fais quelque chose d'incroyable. Ouais. Et, et en fait, c'est de ça qu'elle a besoin, la Neshama. Ton corps, on sait de quoi il a besoin. Il a besoin de dormir. Il a besoin régulièrement d'aller aux toilettes. Il a besoin de kiff. Il a besoin d'une bouffe que tu kiffes. Ouais, parfois pour ceux des fous comme moi, du chocolat, ouais. Ouais, ça c'est le corps. Mais tu sais pas de quoi, qu'est-ce qui fait que enfin, tu as une sensation d'existence pleine, c'est lorsque ta neshama est au beau fixe. Pas quand tu nies le corps, hein, attention. Tu peux aussi pendant le Shabbat déguster un mets qui est fantastique et qui te crée une envie d'embrasser Dieu. Et donc, c'est passé par un mets, un gâteau de malade, et tu te sens en communion avec elle, et ta neshama aussi, elle kiffe. C'est pas contradictoire. Mais je dis que c'est pas évident de faire vibrer ta neshama. Ben, tu le fais, dans le chesed, tu le fais. Alors, je vais vous dire de façon plus puissante. C'est fondamental ce que je vous dis là maintenant, faut l'entendre là. Alors, il dit comme ça que, le Rav Dessler dit une chose extraordinaire. Il dit que, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, ouais, d'après les maîtres de la Kabbalah, il l'a fait par un acte de chesed, justement. C'est-à-dire un acte gratuit. C'est-à-dire, comprenez bien qu'en fait, il n'y a personne qui a obligé Dieu à créer le monde. Parce que personne ne peut obliger Dieu. Il n'y a personne non plus qui a sollicité Dieu. C'est pas genre, il y avait Adam qui était déjà là. Puis il dit, bon, écoute, Hachem, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Enfin, tu t'ennuies pas un peu là? Tu n'as pas envie de te faire un trip là? On crée un monde, enfin, tu crées un monde, un truc sympathique, des dinosaures, des trucs et tout. Après, il y aura il y a un peu d'action, quoi. Tu t'ennuies pas là-bas dans les cieux, ouais. Sollicité par Adam, il dit, ouais, tiens, pourquoi pas, on va créer le monde. Il n'existait pas Adam. Donc, il dit, la création est issue d'un acte gratuit, plus que ça. Les maîtres de la Kabbalah posent une question complexe en disant que si nous partons de l'axiome que Hachem emplit tout, comment t'existes? T'es pas Dieu. T'as quelque chose de Dieu, mais t'es pas Dieu. Comment on existe, nous? Hachem a pris, il est partout, il est partout. Comment j'existe? Parce que je suis pas Dieu. Je vous le dévoile, c'est le scoop de ce soir, ouais. Donc, réponse. Pour pouvoir laisser le monde exister, les maîtres de la Kabbalah disent que Hachem a fait ce qu'on appelle, c'est pas retiré, c'est tzimtzum. Tzimtzum, c'est une rétraction d'Hachem. C'est comme s'il s'est recroquevillé sur lui-même. C'est des images, hein. Dans Tzimtzum, tu remarques la racine de quoi, Tzimtzum? Ça. Tzom tzom, c'est un double tzom. Tzom, c'est le jeûne. C'est la privation, double privation. Tzimtzum, c'est tzom tzom. Ouais. Donc ça, c'est. Et donc, si tu dis qu'il emplit un peu moins, il laisse l'espace d'autre chose. J'existe parce qu'il a fait un acte incroyable de chesed, de bien vouloir que j'existe. Ça, c'est l'action. Maintenant, quand toi, tu fais traverser un aveugle, quand toi, tu te proposes, sans avoir été sollicité, d'aider un copain, t'es disposé, ouais, eh ben, t'es en train d'avoir un point de ressemblance avec Dieu. C'est pour ça que ta Neshama, elle exulte. Elle n'en peut plus. C'est extraordinaire. Je me retrouve dans mon jardin, dit la Neshama. Ok. Maintenant, je vais vous décevoir. Je suis vraiment désolé. Mais, et c'est pour ça qu'on est là pour travailler. Si tu observes bien toutes les fois où tu donnes aux autres, ouais, parfois à chaque fois que tu donnes aux autres, eh bien, en fait, si tu regardes bien, c'est un peu délicat. En fait, rares sont les moments où tu côtoies le chesed. Je t'explique. Tu vas me dire, donc, qu'est-ce qu'il raconte, Rav Dre? N'importe quoi. Ouais. Tu vois bien que moi, je suis un grand donateur. Ouais. Je ne cesse de donner, d'aider tel et tel. Ouais, je suis milliardaire, mais regardez combien je donne, 1 million ici, 1 million là. Ouais, c'est vrai. Que la cavode est grâce à toi. Ouais, je me rappelle, j'avais un très bon copain à l'époque. J'avais 12 ans, il avait 13 ans, il était zéro, il m'avait invité, il avait enfin, c'était un bonhomme. C'est vraiment le juif le plus riche de Marseille. Et il m'avait invité dans sa bar mitzvah. Je me rappelle le grand Rabbi Sitou à la Vache Shalom quand il a pris la parole là-bas, donc il avait fait une énorme, dans son hôtel particulier à Marseille, dans le quartier le plus huppé. Le Rabbi Sitou, je me rappelle, il m'avait marqué, j'avais 12 ans. Il a dit, chers amis, euh, la communauté juive marseillaise ne serait pas ce qu'elle est sans le docteur Cohen à la Vache Shalom. Ouais. Sans le docteur Cohen, c'était le père de mon copain, c'était un grand psychiatre. Et en fait, Moulianara était bourré. Et c'est un bonhomme, on le savait pas. Mais grâce à lui, il a arrosé l'école juive, il a arrosé. Enfin, c'est un arroseur automatique, ouais. Donc une bonne personne a dit, mais qu'est-ce qu'il dit à Rav Dre? Mais c'est pas vrai, moi j'arrose. Ok, très bien. Mais regarde un petit peu comment fonctionnent les dons.
Ouais, d'ailleurs, on a bientôt le gala, n'oubliez pas. Comment fonctionne le système des dons? Les dons, en fait, c'est hyper simple. On te propose de faire un don, je sais pas combien. Maintenant, tu sais pertinemment que, imagine, tu vas donner un gros don, 1000 balles. En fait, il y a déjà un premier point, c'est que grâce à Rabbi Serfa, sur les 1000 balles, tu vas dépenser que un tiers. Parce que les deux tiers, c'est-à-dire 666 euros, de toutes les façons, tu les aurais filés à Macron. Donc, entre Edeni Shiva et Macron, je crois qu'il n'y a pas photo. Ouais. Shiva, on va t'amirer, je vais la relève, peu importe, ouais, il n'y a pas photo. Donc, il est évident que, première des choses, on te calme. C'est pas 1000 euros que tu donnes, c'est 333. Ouais, tu dis, ok, mais d'accord, c'est quand même 333 euros, c'est pas rien, 333 euros, ça pousse pas dans les arbres, ouais. Et non, t'as 30 secondes, t'inquiète pas. Là, on t'invite d'abord à une place de gala. Magnifique repas avec ton épouse, avec la belle musique, avec un très beau film, avec plein de gens que tu connais qui sont exactement de la même CSS, catégorie socio-professionnelle. On s'est arrangé pour les mettre dans les mêmes tables, pour créer une émulation entre eux. Ouais, c'est des techniques. Donc tu dis, bon, de voir moi, un super bon gueuleton, super bon resto, à deux, dans un bon resto cachère, t'en as en général, si c'est bien, avec du vin, il y a du vin et tout. T'en as pour 250 balles, quoi. Oui ou pas? Si tu fais un vrai gueuleton, un bon restaurant cachère et tout, disons 200 balles. Ok, ouais, mais d'accord, monsieur Rabin, mais j'ai quand même payé en plus, donc 133 euros, ça me coûte 130. Mais t'inquiète pas, attends. Plus t'as fait un don de 1000 euros, eh bien, tu rentres tout de suite dans la catégorie des gens qui vont avoir un diplôme que tu pourras afficher dans ton salon. Monsieur Bensoussan a donné 1000 euros pour tel et tel argent. Ah là, c'est pas mal, parce que si je l'affiche dans mon salon, ça fait classe. Tu fais quelque chose. Mais pas que, c'est pas tout. On va aussi te promettre, évidemment, la bracha du grand rave, un tel et un tel. Mais pas que, tu auras en plus 40 jours de prière au kotel. Et donc là-bas, au Hachem, on avait dit 333 euros, j'ai enlevé 200 euros du repas. Sympa avec son épouse, tranquille, ouais. Donc il reste plus que 133 euros. Pour 133 euros, j'ai 40 jours de tefila au kotel. La bracha de Refraim Keneski à la Vachala. J'ai en plus le cadre. En fait, c'est pas un dos, c'est un troc. C'est un troc. Vous comprenez ou pas? Donc on n'est pas dans le chesed, on est dans la tzedaka, et même dans la tzedaka, maintenant, je me moque. J'aime bien me moquer, j'aime bien rigoler. Maintenant, il est vrai que grâce à Rabbi Serfa, il y a énormément d'institutions qui marchent. Sauf que on a habitué les gens à ce qu'on appelle une médiocrité du don. Si tu as besoin pour donner que tu fasses des opérations fiscales, et que tu puisses avoir un super gueuleton, et que tu puisses avoir un diplôme, alors finalement, tu ne départis pas, quoi. C'est indolore. Entre ça et laisser un billet de 100 balles sous la porte de quelqu'un qui est dans la mouise, vous comprenez qu'il n'y a pas photo ou pas? Il ne sait pas qui tu es, c'est autre chose. Donc ça, si vous voulez, première des choses au niveau des dons, complexe. Deuxième chose. Ouais, deuxième chose. Je vais dire, attends 2 secondes. Mais moi, vous savez, ma maison, c'est une culture de l'hospitalité. Je tape chez moi. On reçoit beaucoup de monde. Ah ouais, beaucoup de monde. Tu reçois tous les clodos du village? Non, non. C'est quoi le programme des invitations? D'abord, en général, quand on est marié, on invite régulièrement ses beaux-parents. Question. Ça fasse mal, c'est sûr en général. Les beaux-parents, c'est complexe. Je vous préviens. Maintenant, est-ce qu'on peut appeler ça du chesed? Oui. Bah non, c'est pas parce que ça fait mal que c'est du chesed. Mais c'est n'importe quel don, c'est du chesed. Non, je suis en train de démontrer que non. Il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas sollicité. Ouais. Et qui soit totalement gratuit. Quand je reçois mes beaux-parents, je vais vous dire, c'est même pas de la tzedaka. C'est du tzedek. J'ai pas le choix. C'est l'impôt. Si, c'est la guerre à la maison, vous comprenez ou pas? Maintenant, tu reçois des copains. Magnifique. Là, c'est un peu mieux. Sympa. Sauf qu'en général, tu reçois toujours des copains que tu kiffes. J'ai rien contre ça. Ouais. Et très souvent, c'est ce qu'on appelle des retours d'ascenseur. Donc, en fait, c'est presque obligé. Parce que quand tu t'es invité 5 fois et que tu n'as pas encore invité une fois, quand tu l'invites une fois, tu dis, mais sinon, c'est la chouma, sinon, c'est la honte si je l'invite pas. Donc, en fait, même nos invitations, là où tu donnes de toi, hein, quelque part, tu es en train, tout simplement, d'être dans le tzedek.
Ça, c'est la difficulté, si vous voulez, du concept de la chesed. Mais le chesed, c'est jackpot. Tu palpites et tu sens que tu ressembles à Dieu. Et c'est ça l'enjeu essentiel d'un juif. Une fois qu'on a dit ça, on peut essayer d'attaquer le texte dans les mots. Alors, on va Il y a faire un moyen qu'on puisse inviter, par exemple, on prend les beaux-parents ou les copains et que ça soit du chesed. Si par exemple j'appelle mes beaux-parents, je leur dis Eh, écoutez, j'ai envie de vous inviter, c'est sympa, ça et tout, et alors qu'il n'y a aucune occasion, il n'y a Oui, aucune sans obligation, vous juste par. Ouais, ouais, Juste ouais, par. ça peut, Voilà. ça peut. Tu peux aussi inviter pas forcément tes copains, tu peux inviter les clodos du village. C'est quoi les clodos? Ça veut dire les gens qui n'ont pas où aller à Pessah, au Seder. Tu connais, tu les as rencontrés à la choule. Il y a plein de gens qui font ça. Les Chabad sont très forts là-dessus. Ouais. Ils sont des détecteurs de personnes nouvelles et ils te reçoivent, ils te reçoivent, ils te reçoivent. Ouais. Donc ça c'est du reset. Parce qu'en fait, tu les reçois et peut-être que les enfants ne sont pas tellement intéressés, ils préfèrent rester en famille. Ouais. Donc ça c'est du reset. Ok? Une fois qu'on a dit ça, maintenant on peut attaquer le texte. Je vais vraiment vous faire découvrir la saveur du texte. Donc, je vais te faire quelques psukim, quelques versets parce qu'on va vraiment étudier. Alors, je prends le, le texte donc, depuis le début. Vaï nous dit le texte. Quelqu'un veut lire par exemple? Moi, je vois. Vas-y, rappelle ton prénom. Yoel. Yoel. Youel, super, merci. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה, מואב הוא ואשתו ושני בניו. On va traduire les amis. Alors je vais traduire pour être vraiment proche de la littéralité. Vaï, il était une fois. Bimé Shefot Ashoftim, du temps du jugement des juges. Vaï Ra'av Ba'aretz, il y eut une famine. Il était une fois, pardon, une famine sur la terre d'Israël. Vayeler Ish, un homme s'en est allé, mi Bethléem Yehuda, de la maison du pain en Judée, la fameuse Judée de Samarie, Judée, la Gourbis de Moab pour résider dans les plaines de Moab, c'est-à-dire en Jordanie aujourd'hui, d'accord, pour vous situer, ou Veishto, lui et son épouse, ou Shnebanav, et ses deux fils, ok? Donc je relis le texte, prends-le en photo, parce que si vous suivre, tiens, attends, ah ben, tu l'as, ok, génial, magnifique. Donc maintenant, les amis, le but de l'étude du texte, la manière qu'on fait, tout le monde était en première dans sa vie? Classe de première, ouais, vous avez tous fait des commentaires de texte. Balzac, Stendhal, blabla, bon. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On repère tout. Pour essayer de comprendre qu'est-ce que veut nous dire Balzac, qu'est-ce que veut dire Stendhal, ou Baudelaire, encore plus complexe, ouais, ou Rimbaud, on veut faire l'étude de texte. Donc l'étude de texte repose sur des techniques. On repère les redondances, on repère les bizarreries, on repère tout ce qui vous paraît bizarre, ça veut dire, mettez-vous, chas v'shalom, dans la peau d'un non-juif. Et il vient au cours, et il dit, bon, il y a marqué ça, mais je comprends, mais ça n'a aucun sens. Ne regardez pas le texte de façon religieuse, je vous en supplie. Regardez-le comme une personne qui a envie de critiquer. Et prenez comment dire, un truc blanc là, un Tipex. Prenez un Tipex. Et gommez tout ce qui aurait pu être évité dans le texte pour avoir le même résultat. Ouais, vous vous rappelez, dans Balzac, par exemple, tu as 28 pages pour te décrire lorsque Eugène de Rassignac débarque à Paris. 28 pages de descriptif, j'ai rien contre Balzac, hein, mais 28 pages de descriptif, les moines, non, les ci, les là, j'ai plus me souvenir, hein, c'était en première, ça fait quelques décades, ouais, mais ça veut dire, ça la Torah ne fait pas. Il n'y a pas d'effet de style. Chaque mot, c'est un univers de sens. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on aurait pu écrire cette phrase de façon beaucoup plus Il y a un succincte. doublon déjà. Comment? Il y a un doublon de Bailey. Bravo. Donc déjà, il dit redondance. On n'a jamais vu dans une histoire, il était une fois, il était une fois. Non. Il était une fois le prince charmant, mais pas deux fois. Donc déjà, le vailli, on aurait dû gommer. Très bien. J'adore. Ensuite, שפוט השופטים. c'est quoi ton prénom, rappelle-moi? Nissim. Nissim. On a dit Yoel, on a dit Simon. Simon, on a dit Chava. On a dit, ah oui, je suis bête, ouais. Et Déborah et, rappelle-moi, Suzanne. Oui, Suzanne, bien sûr, je me rappelle maintenant. Mais la mémoire, elle flanche pas mal. Bon, désolé. Ouais. Alors, donc, il était une fois. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir aussi comme doublon? Yona, vas-y. Je sens que tu l'as sur le bout de la langue, là. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, lui, sa femme. Ouais, donc j'aurais pu enlever lui. Une famille est partie, encore mieux. Tu sais quoi? Quoi, un homme?
Après, on veut dire qui est-ce, ouais. Famille. Bon. Ensuite, quoi d'autre? Je suis pas sûr, mais chauffette à chauffe-team. Mais bravo! Ah, il est en forme! Il est en forme, notre ami, regarde, ouais. Il dit comme ça, Nissim. Ce fut à l'époque du jugement des juges. Mais s'il n'a pas dit ça, que les juges y jugent. Et les architectes ils bâtissent, c'est les maçons ils maçonnent, ouais. Donc c'est évident, ça n'a aucun sens, ouais. Vaï bimé Ashoftim, on aurait dû dire. Vaï, ce fut à l'époque des juges. Ou bien Vaï bimé Amelachim, à l'époque Peut-être des c'est maris. la cause. Oh, attends, je veux pas des réponses. Ah, Moi, je veux des questions. Ouais, on fait la Petirata Echal avec des questions, pas avec des réponses, ok? Donc, Rabotai, ça, c'est, si vous voulez, le point. Donc, ce fut à l'époque du jugement des juges. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Bailly et Bimé, c'est un peu le même sens. Il était une fois. Bravo! Bravo, Déborah. Excellent. Rares sont les personnes qui me posent cette question. J'ai fait plusieurs fois ce texte. Bravo. On aurait pu aussi gommer ça, j'avais même pas pensé. Et je t'expliquerai pourquoi il faut mettre Vaillé. Ouais. On est bon ou pas? Ouais. Comment? Oh! Non, ils sont trop forts là, c'est pas possible. Là. Yoel, bravo. Alors en fait, je vous explique. Bon, vous m'obligez à le dire. La Gemara dans Megillah, pas Jude Gimel, dont tu parles. Ouais. Elle dit Massoret mianche knesset Agdola. On a une transmission, savoir, des gens de la Grande Assemblée. Disent le Talmud. Le Talmud est écrit au IVe siècle après Jésus. Les gens de la Grande Assemblée, c'est moins 300 avant Jésus, donc 700 ans. On a un savoir d'il y a 700 ans qui disent que partout dans la Torah où tu vois le terme vaillé, il était une fois once upon a time, ouais. Je connais ça, once upon a time, bravo. Ouais, était une fois. Eh bien, à chaque fois, ça annonce une catastrophe. Ah, il y a tout un débat dans la Gemara. Il dit, comment ça, une catastrophe? Mais je comprends pas. La Torah est née, enfin, Bereshit est né, Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Rishon. Vaï, ce fut le premier jour, ce fut la nuit, ce fut le jour, le premier jour. Elle dit, mais oui, tout à fait. Et c'est quoi la catastrophe? Qu'est-ce qu'il a foutu Adam? Ah ouais, pardon, ok. Mais pourquoi tu dis, Vaï Bimé, Vayom Hashmini, ce fut le 8e jour. On va faire l'érection du tabernacle. Extraordinaire dans le désert. C'est que pour la première fois, Hachem a une demeure, un hôtel particulier sur la terre. Extraordinaire! Qu'est-ce qui se passe après? Nadav et Avihu, ils sont brûlés, pas qu'ils amènent un feu étranger. Ah ouais, t'as raison, c'est incroyable. Donc il y a un repérage, googlisant si vous voulez, ouais, on dit ChatGPT maintenant. Donc les maîtres du Talmud, ils ont balisé tout le Tanakh, c'est-à-dire 24 livres, ouais, 24 livres du Tanakh. Il dit à chaque fois, Vaï, c'est un kata. Donc là, en l'occurrence, Vaï bimé Achashverosh, Vaï bimé Achashverosh, ou Achashverosh, Amoler, ouais, se fait, qu'est-ce qui s'est passé? Décret d'extermination, quoi. C'est la solution finale. Ouais, donc c'est la cata, ouais. Et là, en fait, tu vois tout de suite que c'est quoi? Vaï, Rav, famine. Donc c'est la cata, tu vois, il y a toujours la cata. Donc c'est un terme. Alors, maintenant, quel rapport y a-t-il entre Once Upon a Time et la cata? Et là, un de mes maîtres m'avait dit, très très longtemps, trentaine d'années facilement, même plus que ça. Peut-être non, 35 ans. Ça veut dire la chose suivante. Il était une fois. C'est lorsque tu veux. Pardon? Dramatiser le. Non, pas forcément. Tu veux, et c'est ça qui est intéressant, tu veux, on va commencer une nouvelle ère. À l'époque, vous n'avez pas connu Génération Mitterrand. Et vous créez un nouveau site de politique. Et les gens adhèrent à ce qui est neuf. Et se cachent toujours derrière les effets d'annonce. Se cache toujours quelque chose qui est pernicieux. Comme si l'histoire n'était pas une continuation. Once Upon a Time, c'est la rupture brutale. Comme si tu peux vraiment rompre brutalement avec le passé. Vous comprenez pas? Et tous les systèmes idéologiques ont été basés sur maintenant un nouvel ordre. Le socialisme, le communisme, le national-socialisme. Ouais. Tous les ismes que vous avez connus dans votre existence portent en eux toujours une racine de la Vodazor. Toujours. Ouais. Le communisme, vous savez combien de juifs se sont fourvoyés là-dedans? Une nouvelle ère. La lutte des classes. Ouais. Comme il finira par dire, et de façon géniale, à l'époque des années 80, Coluche, il disait que la différence entre le capitalisme et le communisme. Ouais. Il disait qu'en fait, que le capitalisme, c'est... Attends, j'ai plus. Faut que je le retrouve.
Mais c'est génial ce qu'il a dit. Ouais, il s'est moqué du communisme en disant que, je sais plus, bon, peu importe. En tout cas, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tous les systèmes novateurs portent en eux l'illusion de quelque chose de nouveau. Ça, c'est le point. Alors maintenant, Vailly donc a introduit quelque chose de terrible. Donc, on aurait pu l'éviter, comme dit Yona, mais il doit initier quelque chose. Et comme il y en a deux, donc il y a deux catastrophes ici. Et on va expliquer. Maintenant, regardez un petit peu, là, ça va être pas des redondances, mais il y a quelque chose qui est bizarre, ouais. C'est quelle ville? Il dit quelle ville, la personne qui s'en va? Bethléem. Alors, Bethléem, tu traduis aujourd'hui, mais c'est Bethléem. La maison de... Non. Ah, c'est intéressant, ça. C'est la boulangerie, quoi, pratiquement. La maison du pain. Et qu'est-ce qu'il y a en Israël? C'est incroyable, ça. Comme par hasard, ouais. C'est un truc de fou. On dirait une blague, ouais. Bon. Maintenant, pas que. Voilà, ok, donc ben, vous avez tout vu. Vous avez tout vu. Alors maintenant, je vais commenter. Je vais commenter. Vailly, il était une fois. Alors, le Vailly, on a dit, introduit toujours une catastrophe. C'est quoi la catastrophe? Je la vois pas là. Puisque le Rahav va être précédé de Vailly, la famine. Donc, quelle est la catastrophe d'Embimé chez Shoftim? Non, les juges. Oh. Donc, c'est le jugement des juges qui est problématique, c'est-à-dire. Ok. Et c'est réversif, tu vas voir. Soit on dit que c'est l'époque du jugement des juges, ça veut dire que le peuple jugeait ses élites, ses juges. Ce fut une époque où le peuple se plaignait de la non-grandeur de ses juges. Vous entendez ou pas? Ça veut dire qu'en fait, c'était un peuple, c'était une époque de marasme en termes spirituels. Quand on vient avoir des doutes sur les leaders qui mènent le peuple, comme les juges étaient les leaders de l'époque, eh bien en fait, quelque part, tu vis dans une certaine forme d'atrophie spirituelle. Ça, c'est l'état de l'époque. Donc il y a un phénomène qui fait, mais attention, c'est réversif. Si on se permet de juger les juges, c'est qu'ils sont vraiment pas à la hauteur aussi. Mais le problème est le suivant, c'est qu'en fait, on a les juges qu'on mérite. Donc c'est systémique, on appelle ça en psychanalyse. C'est systémique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est finalement personne n'en vaut tellement la peine. Ça, c'est la première catastrophe qui se passe. Maintenant, pas que. Maintenant, regardez. Et ça, en fait, cet état de marasme spirituel génère un ra'av haaretz, une famine dans la terre. Alors, soit on dit que c'est une famine, mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu vraiment de fautes qui méritent une famine. Normalement, les fautes qui méritent une famine dans le Tanakh, dans le canon biblique, ce sont des fautes qui sont liées, par exemple, au meurtre, à la dépravation sexuelle, ou bien à l'idolâtrie. Or, on n'a rien de tout ça dans le texte. Donc, pourquoi Ra'av, réponse d'un maître extrêmement audacieux, il va dire qu'en fait, c'est pas une vraie famine. C'est une impression de famine. Je m'explique. Quand dans la vie, tu n'as pas d'équilibre entre ta sphère matérielle et ta sphère spirituelle, tu viens un déséquilibre. Lorsque tu n'es pas suffisamment alimenté au niveau spirituel, tu as un déséquilibre, c'est-à-dire ta neshama souffre. Et quand ta neshama souffre, elle envoie des signaux de souffrance que tu peux traduire par égarement. Cette absence d'équilibre, je vais le combler en grignotant. C'est vrai que quand on se sent mal, on va soit faire la pause café, soit faire la pause cigarette, soit faire la pause chocolat, soit peu importe. Ça veut dire que tu as l'impression qu'avec un petit peu de glucides ou de caféine, tu vas régler une angoisse existentielle. On croit ça. Et d'ailleurs, la publicité nous aide à ça. Puisqu'en fait, rappelez-vous du slogan à l'époque de Mars. Ça repart. Un Mars et ça repart, bravo. Merci Nissim. Ouais, comme ça. Comme si, ouais, t'as des soucis, t'as des problèmes, t'as des trucs, des angoisses, ouais. Et tu sais quoi, mais t'inquiète pas. Un petit peu de glucose et tout va bien. Mais non! Un peu de glucose, diabète! Ouais, c'est tout que ça va faire. Ça va jamais partir. C'est, momentanément, ça donne un petit boost. Et tu crois que l'angoisse, elle part? Non, c'est profond. C'est l'âme qui souffre. Et donc, en fait, cette impression comment dire, de famine, alors, ce déséquilibre crée une impression. Donc, en fait, les gens ont un comportement boulimique alors qu'il n'y a pas de famine. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est subtil hein, comme lecture, mais voilà. Alors maintenant, je continue. Il est parti, on n'a pas dit ça. De Bethléem pour aller en Moab. Pourquoi tu as besoin de me préciser que Bethléem est dans le territoire de Judée? Prends une carte. On s'en fiche d'où il part et où il va, on a besoin. Mais d'où il part, il est parti, puis c'est tout. Ouais. Pas encore ouais, t'as pas besoin. Réponse.
c'est important de préciser que c'est Bethléem en Juda pour nous dire qu'il vient de la tribu de Yehuda. Quelle importance. Parce que la tribu de Yehuda, c'est les boss. C'est quoi les boss? C'est les rois. C'est quoi un roi? C'est une personne qui sait prendre des responsabilités. C'est pas une personne qui fait pas d'erreurs. Yehuda fait des erreurs dans sa vie. Par contre, il sait les reconnaître. Il les cache pas. Donc en fait, le prototype de, de la tribu d'Yehuda, c'est des gens qui savent prendre des décisions. Par exemple, on sort d'Égypte, on se retrouve sur une mer houleuse avec les Égyptiens à notre trousse. Il y a un descendant d'Yehuda, Narshon ben Aminadav, qui dit, mais Hachem a dit, on passe. Donc il rentre dans la mer houleuse, dans le tsunami, il rentre dedans et boum, ça s'ouvre. Moshe, il n'a pas fait ça. Il n'y a que la graine des leaders qui peuvent faire ça. Et il le fait. Donc, toute sa généalogie, hop, c'est des leaders. Et donc, là, on vient de te dire que c'est un leader, le bonhomme. C'est un leader qui est en train de suivre. À un moment, on a besoin de quelqu'un qui prenne les rênes. Il les prend pas. Il s'appelle Elimelech. On va voir tout de suite. Elimelech, pardon, c'est pas ici. Elimelech, c'est la fine fleur. Le grand rabbin du monde. Qui a en plus un pédigré, une généalogie flamboyante. Il descend d'Yehuda. Ouais. Et de lui descendra David Ameller d'ailleurs. Ouais. Maintenant, ouais, je continue. Alors, juste une petite parenthèse avant d'attaquer le deuxième verset. Donc, est-ce qu'on a répondu aux questions? Ouais. Maintenant, pourquoi? On n'a pas répondu encore. Il était dans les plaines de Moab. Ou Veishto, ou Shtebala. Pourquoi on décompose? Qui a posé cette question déjà? Lui? Oui. Pourquoi on dit, pourquoi il va dire, ils sont partis la famille? Pourquoi? C'est toi qui as posé la question, je crois. C'est Yona. Peu importe. Cette question mérite d'être posée. Ouais. Lui, son épouse et ses deux enfants. Pourquoi tu décomposes? Ils sont partis. Réponse, c'est juste pour nous dire que c'est lui qui a eu l'initiative et que les enfants n'ont fait que suivre avec sa femme. Il voulait pas faire ça. Donc c'est lui qui prend la totale responsabilité de ce qui se passe. Ça, c'est le point. Maintenant, petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire qu'Elimelech était le plus grand rabbin du monde, il était aussi extrêmement riche. Et dans une période où tu as à la fois la chorma et l'argent, c'était le personnage qui pourrait sauver la situation. Et malheureusement, il se débine. Et quand il se débine, comme par hasard, donc il veut faire un break. À la base, il veut faire un break, il ne veut pas quitter éternellement. Il veut faire un break, et comme par hasard, où il atterrit? À Moab. Moab, qui est le symbole même de la société basée sur l'anti-chesed. Ça veut dire que si tu n'assumes pas ta responsabilité de là où on t'attend, tu risques de te retrouver exactement aux antipodes de ce que la Torah a besoin. C'est qu'en fait, il faut comprendre que la Torah, enfin, Hachem nous donne dans la vie, chacun une boîte à outils. Ouais. Il y a ceux qui sont par exemple très intelligents, ceux qui sont très comiques, ceux qui sont très gentils, ceux qui ont une faculté à faire du fric facilement, ceux qui ont beaucoup d'empathie. Tu ne choisis pas vraiment comment tu es, ouais. Maintenant, quand tu t'observes un petit peu, tu peux savoir en fait que tu as certaines zones de génialité. Elles sont pas venues chez toi et pas chez ton frère et ta sœur pour rien. Pourquoi toi, tu as une patience incroyable alors que ton frère ou ta sœur, c'est des Méditerranéens, des boules de nerfs, ouais? Qu'est-ce qui se passe? C'est une famille méditerranéenne, ouais, genre les mecs boules de nerfs, ouais. Toi, t'es né genre de tension, enfin, mais pas dans le bon sens du terme. Détente, zen. Mais tu n'as pas compris que t'as une bracha d'Hachem. Ouais, l'autre, il est un pétui, il n'arrive pas à tenir en place. T'as une bracha, mais c'est pour faire quelque chose dans la vie. Ouais. Donc toi, t'as du fric, t'as de la chorba. Fais quelque chose avec. Te débine pas. Tu passes à côté de la vie, vous allez voir tout de suite la suite, ouais. Allez. Donc, salut. Donc, le texte dit, avant le verset numéro 2, je vais juste vous montrer un peu comment la Torah fonctionne en cross-référence. Vous savez, les cross-références, ce sont des ponts qu'on fait avec des mots qui ressemblent. C'est-à-dire, tu prends deux versets dont le contexte n'a aucun rapport l'un avec l'autre, et tu vois qu'il y a des termes similaires. S'il y a des termes similaires, ça veut dire que la Torah veut que tu comprennes que ce sont deux histoires en miroir. On fait hyper attention, il y a un roi magnifique qui dit la chose suivante. Il prend par appui un verset sur appui, j'ai marqué ici, en tout petit, le petit Aleph, vous voyez? Vayeler ish mi bet Lévi. Un homme de la tribu de Lévi s'en est allé, Vaïkar et bat Lévi, il s'est marié avec une fille de la tribu de Lévi. Vous vous rappelez dans quel contexte était ce verset? Bravo! C'est quoi? Alors, je vous explique le contexte. Amram, qui était le père de Moshe et de Aaron, Moshe n'était pas encore né, il a vu le décret d'extermination de tous les mâles par Pharaon. Tous les mâles, on les jette dans le Nil. Il a dit, donc c'est hyper risqué d'avoir un mec, il faut avoir une fille. Mais comme tu peux jamais savoir, tu choisis pas. Donc vous savez quoi? Il faut arrêter la natalité.
Comme c'est pas possible de rester marié et arrêter la tête, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a divorcé son épouse. Yocheved, il a divorcé. Ok. Maintenant, Myriam, sa fille, était née, il y avait Myriam et Aaron qui étaient déjà nés. Myriam débarque et dit, papa, en fait, toi, t'es pire que Pharaon. Comment ça? Mais ça va pas, parler comme ça, t'as pas honte? Bah, t'es pire que Pharaon. C'est ça que c'est l'adolescence, hein, c'est vrai. Mais c'est pas des pires, regarde. Pharaon, finalement, il condamne que les hommes. Toi, avec ton système, tu condamnes tout. Les hommes et les femmes. Dans les dents. Il dit, bon, ok, t'as raison. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, Yocheved, ça te dit qu'on nouveau mariage? Oui, pourquoi pas. Et donc, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il se remarie avec son épouse. Car c'est le deuxième mariage. Et comme lui, c'était le plus grand rabbin de l'époque, quand le rabbi chante, tout le monde y chante. Quand le rabbi danse, tout le monde y danse. Quand le rabbi se marie, tout le monde se marie. Donc, ils sont tous remariés. Et ils ont créé le plus grand baby-boom de tous les temps dans un univers auschwitzien, si vous voulez. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Bon. Maintenant, ce qui intéresse le Rachaim, c'est la chose suivante, c'est les termes. Vayeler ish mi bet Levi ressemble à ce qu'on vient de voir. Vayeler ish mi bet Lechem Yehuda. Analogie. Un homme s'en est allé de Bethléem Yehuda, un homme s'en est allé de Beth Lévi. Quel rapport? Ok, quel rapport? Ouais. Réponse du Rachaim Akadosh, un truc incroyable. Il dit dans les deux cas, ouais, cette histoire de la main, vous avez compris que ça va être important pour nous, puisque de cette union va naître Moshe Rabbeinu. Fameux enfant qui va être caché en prématuré, c'est un prémat de 6 mois, il va être gardé pendant 3 mois, après l'envoi. Donc la délivrance commence grâce à cet acte incroyable d'Abraham. Il écoute sa fille. Donc la délivrance commence. Ouais, la Géoula commence. Ben, il dit si c'est les mêmes termes, ça veut dire que même la démarche de Elimelech, qui est une démarche couarde, une démarche de débineur, il se débine, une démarche négative. Abraham, c'est noble. Lui, c'est pas noble. Eh ben, même cette démarche va amener au même résultat, la venue du Mashiach. Parce qu'en fait, au bout du compte, sans s'en rendre compte, eh bien, en fait, son fils va se marier avec Ruth, et Ruth, son fils va mourir, et elle va faire ce qu'on appelle un yiboum avec un cousin éloigné de, de son mari qui s'appelait Marlon. Elle se mariait donc avec Boaz, l'espace d'une nuit, puisqu'il meurt juste après Boaz, ouais. Mais suffisamment pour tomber enceinte, à un âge âgé, 57 je crois, 40 ou je sais pas, 57 je crois, et elle se marie, et de là va naître directement Oved, Oved qui va être le père de je sais plus qui, et ensuite on arrive à Ishaï, et après David Ameller. Et le Rav Dessert t'amène un truc incroyable. Il dit dans la vie, que tu ne veuilles pas, que tu fasses des choses nobles ou des choses dégueulasses, dans la vie tu participes à l'histoire que Hachem a envie d'écrire. Donc autant être au beau fixe avec lui. Comprenez ou pas? À l'instar, par exemple, de Haman, qui va ériger une potence de 50 amotes, de 25 mètres de haut. Pour y pendre Mordechai, hyper pratique. Justement, il va y avoir un moment dans la Megillah où on aura besoin, où le roi Assuérus aura besoin de pendre Haman, extraordinaire, elle était déjà prête. C'est-à-dire qu'en fait, Haman, sans s'en rendre compte, participe à l'élaboration du projet divin qui consiste à dire que le méchant, au bout du compte, tu vas voir pendre au bout d'une... Ouais, vous comprenez ou pas? C'est dans la vie, ça qui est extraordinaire, que tu le veuilles ou pas. Tiens, un soldat d'Hachem. Seulement, il y a des soldats qui sont réfractaires, c'est dommage. De toute façon, tu feras le boulot. Donc, autant le faire avec Hachem, ouais. Là, c'est le point. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut passer au deuxième verset, et vous prenez la même rigueur pour essayer d'aller le verset. Donc, je vais le lire maintenant. Ah, moi, c'est quelqu'un qui veut lire, volontiers? Quelqu'un veut lire? Tu veux lire, Nissim Vadi Bechavod? ושם האיש אלימלך, Élibert. אלימלך, pardon. ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחל, Mechlon. מחלון וחיליון, Ouais. הפחתים מבית לחם, יהודה, ויבואו שדה מואב, ויהיו שם. Alors, faites attention bien aux mouvements géographiques qui sont extrêmement intéressants. Veshem Aïch, l'homme s'appelle Elimelech. Veshem Ishto et son épouse s'appelle Naomi. Veshem Shnebanav et le nom des deux enfants s'appellent Machlon et Hilion. Je continue. Ephratim veut dire aristocrate. Mibet Lechem Yehuda, de la tribu de Bethléem en Yehuda, en Judée. Okay. Vayavou Sde Moab, ils allèrent
vers les plaines de Moab, Vaïusham, ils furent là-bas. À vous de jouer. Ultra bizarre. Déjà, il répète Aïch, Ishto et Shem, Lav. le Shem. Ouais. Ouais. On a les noms. Ils auraient pu dire Donc il y a avant. 3 fois Shem, Shem, Shem. Alors là, très bien, pourquoi on répète? Vous allez dire, c'est liminaire. Pourquoi le nom? Le nom d'eux. Alors, les noms, bon, ok, d'accord, c'est pareil. C'est un peu la même question. D'accord, j'entends. Super. 2 questions. Ensuite, what else? On répète son de Bethléem. Il y a une redondance de Bethléem Yehuda, bravo. Très bien. Ensuite, Et pareil, on répète qu'ils arrivent à Moab. ah, dans les plaines de Moab. Ouais, t'as raison. Dans les plaines de Moab. Très bien. Bravo. Très, très bien. Déborah. Ils furent là-bas. Tu dis, mais c'est une évidence. Si tu vas vers les plaines de Moab, ben, t'es là-bas. Bah, moi, je vais prendre ma retraite, quoi. Non, je rigole. Bravo, très très bien. Alors ok, les copains, on va y aller. Donc vous avez compris qu'il y a des mouvements géographiques qui sont bizarres. Le premier verset nous a dit qu'ils allaient en plaine de Moab. Pourquoi? Un, tu le répètes. Deux, tu dis qu'ils sont là-bas. Ben évidemment, ils sont là-bas, ils sont en plaine de Moab 2 fois. Ok. On va répondre. Je veux pas les réponses, je veux les questions pour l'instant. Great, great, great. Maintenant, je vous explique. Veshem Aïch Elimelech, pourquoi on précise le nom de l'homme? Alors, il y a une Gemara dans Baba Batra qui dit Minalan des Shema Kagarim. Le nom d'une personne, ouais, si vous voulez, il est un petit peu une sorte de scanner de sa neshama. J'explique qu'en fait, la Gemara dit la chose suivante. Pour choisir le prénom d'un enfant au niveau Kodesh, pas quoi que c'est papa et maman qu'on choisit. C'est 3 personnes. Papa, maman et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous souffle à l'oreille, je vous expliquerai comment, quel est le prénom qui ressemble à l'enfant. Je peux vous dire, bon, au Kherem, j'ai eu 6 enfants. Ouais, on savait pas si c'était filles, des garçons à chaque fois. Enfin, rares sont les fois où on savait qui c'était. Et donc, bon, ben, vous connaissez le film Le Prénom, on cherche un prénom toujours. Ouais. Dès qu'on cherche un prénom, on se demande, ouais, si c'est une fille. Bon, et donc, on n'en est pas forcément d'accord avec son épouse, ouais. On cherche. Et après, en fait, on a toujours attendu la naissance de l'enfant. Et dès qu'on avait la naissance de l'enfant, d'un coup, on avait une sorte d'éclairage qui dit, ouais, tu vois, ça, je verrai comme ça. Je verrai bien comme ça, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, et cet éclairage, pensez à Hachem qui nous susurre la source de la neshama de l'enfant. Donc en fait, le nom que tu as, il indique quelque chose chez toi. C'est pas anodin. Ouais. Alors pas Gontran ni Christian, mais ouais. Quand t'as des... Mais ça dit des choses sur toi. Ouais. En tout cas, de ta neshama, on va dire comme ça. Et Donc puis, maintenant, le prophète, Jérémie, Yirmiyahu, quelque chose comme ça veut dire qu'il a. ouais, il y a quelque chose qui est là-dedans. Ouais, il y a quelque chose, ouais. Maintenant, ouais. Change de prix. Par exemple, Sarah et Sarah. Pareil, c'est un terme. Sarah, il veut dire ma princesse. Sarah, elle a une amplitude de sa neshama qui veut dire la princesse de tout le monde. Elle était localisée, elle prend. Avraham, il était Avram, le père de Ram, d'une ville. Avraham, c'est Avramon Goïm, le père d'une foultitude de nations. Donc les deux, ils ont un phénomène de déploiement. Merci beaucoup, c'est le terme, déploiement. Ok, donc maintenant Rabotaille, regardez, c'est intéressant. Le Shem va nous donner l'essence de la personne. Eli Meler, on décompose. Eli, mon Dieu, Meler est mon roi. C'est une personne qui est très très croyante, très proche de Dieu. Eli, mon Dieu, c'est mon roi. Maintenant, Naomi vient de Naïm, qui veut dire agréable. C'est une femme profondément agréable. Comme on dit, un chic type, une chic fille, ouais. Elle est agréable, la proximité, elle est intéressante. Jusqu'au moment où elle va devenir amère. Parce que la vie va l'accabler. Elle perd son mari, elle va perdre ses 2 fils, elle perd sa fortune, elle perd tout, quoi. Mais à la base, c'est une femme qui est naïve. Maintenant, on y va, les amis. Marchlon de Kilion. Marchlon vient de quelle racine, Déborah? Pire. Marc-Léoquette. Non, il faut un coup, attends. Vas-y. Michelot, pas mal. Voilà. Machol, ouais, c'est une ronde, pas mal, mais c'est mieux que ça. Vous savez quoi? C'est pire que ça. Quoi? Non, non. Vient de Machala, la maladie, la Esther. L'enfant, il s'appelle maladie. Ouais. Et Kilion vient de quoi? C'est quoi Kilion? C'est quoi Klia? C'est quoi Klia? Vaïchoulou Hashamein Vaaretz. Vaïchoulou, c'est pas vidé, c'est son terminé. Les cieux et la terre. Vaï Bayomesh et Rabotai. On dit ça tous les vendredis soirs.
Vaïerev et Bokeh, Yamash Ishiva Choulou Hashamaim Vaaretz sont terminés. Kilayon, c'est la fin. Exterminator, Terminator. Kilayon veut dire détruit. Donc, vous imaginez Madame Noémie, à l'hypercachère, maladie, viens ici, exterminator, arrête de jouer avec le caddie, ouais. C'est des noms qu'on a des enfants. Donne-leur le nom de Shabbat entier. Ou Yéria entier, ouais. Non, c'est un truc de fou, ouais. En fait, ce que dit Raph Forman, un grand penseur actuel, contemporain américain, tu connais pas Raph Forman? Il faut que tu connaisses. T'es fluent en anglais, ouais. Alors branche-toi sur rafforman.fr, un truc comme ça. Américain, un truc américain. Ouais, il faut que tu te formes, tu vas te délecter. Tu vas te délecter, ouais. Là, c'est un vrai commentateur de la Torah. Ouais. Alors, lui il dit la chose suivante, qu'en fait, il y a une différence entre la machala, la maladie, et l'extermination. Quelle est la différence? On peut Non, guérir, enfin, voilà. Et on peut quoi? On peut aussi guérir. L'extermination, c'est foutu. Game over. Alors voilà, il dit comme ça qu'en fait, on est en train de jeter les jalons de toute la tension de la Megillah. Il y a une union entre Ruth et Marlon, qui est une maladie. Enfin, il devient malade et puis au bout de 10 ans, il meurt. Et Kilion, il va se marier à Corpa et il meurt tout de suite. Donc cette maladie-là, est-ce qu'elle va trouver une thérapie? Ça veut dire est-ce que cette union entre Marlon et Ruth pourra trouver une thérapie par le biais de Boaz ou bien va mourir à jamais? Cet élan incroyable de Ruth, est-ce qu'il aura une suite ou pas? Bémet, elle va donner le Mashiach. D'où elle vient. Ouais. Et c'est la tension du texte. Ouais. Maintenant, regardez comment c'est extraordinaire les mouvements géographiques. C'est du délice. Regardez comment c'est magnifique. non. C'est fou parce qu'en fait, c'est du yiboum. Ça veut dire qu'en fait, il est appelé du nom du mari. C'est une continuation. C'est un peu. La Torah donne comme ça l'exemple que s'il y a deux frères, ouais, et puis il y a un frère qui meurt sans donner d'enfant, le frère de ce bonhomme doit se marier avec sa belle-sœur. C'est complètement interdit de se marier avec une belle-sœur. Mais si c'est pour accomplir une mitzvah, une fois que le mari est mort, et d'assurer une descendance, donc il y a Réhouven et Shimon. Ouais. Réhouven est marié avec Léa. Réhouven meurt sans enfant. Shimon se marie avec Léa. C'est une mitzvah qui s'appelle le Yiboum, le Lévira, pour assurer une descendance. Ce qui est dur, on expliquera pourquoi c'est dur ce Lévira. Ben elle a fait ça avec Boaz. Ben si, parce que c'est lui qui a permis. C'est un grand sadique et tout ce que tu veux. Mais quelque part, au niveau du nom, il s'appelle Oved, il est lié en fait à Marlon. C'est une descendance de Marlon. Ok. Maintenant, regardez. Regardez comment c'est magnifique les mouvements de population. Je me délecte, moi. Regardez. On a déjà dit dans le premier verset qu'ils sont allés pour habiter dans les plaines de Moab. Alors, comme elle fait très bien remarquer Déborah, il dit la gour en hébreu, c'est pas pareil que la chevette. Ouais. La gour veut dire habiter de façon temporaire. C'est un peu comme dans le Monopoly, simple visite. Ouais. Maintenant, la chevette, c'est s'installer. Donc la gour, d'ailleurs, on retrouve dans gour le concept de guerre qui veut dire étranger. Un étranger est quelqu'un qui est pas, il lui manque les papiers, quoi. Au QTF, ouais. C'est un étranger. Ouais, il n'a pas d'assise, c'est un nomade. Tandis que la chevette, Yoshvé Eretz Israël, ceux qui habitent en Eretz Israël, ils ont des racines, ouais. Ça, c'est dans les différences. Donc en fait, ils sont allés pour faire un break. 15 jours, vous me prenez la tête, il y a trop de gens qui se plaignent et compagnie. J'en peux plus, je suis plus grand rabbin d'ici, j'en peux plus, j'ai besoin d'un break, ouais. Oh, il part comme ça. Maintenant, regardez les mouvements de population. Vayavous des Moab. Ils arrivent en des Moab, mais tu viens de dire qu'ils sont allés. Pourquoi tu dis qu'ils sont arrivés? Réponse. Il y a plusieurs étapes. Première étape, ils sont allés en des Moab. Et d'un coup, le papa s'est rendu compte que les gens de Moab, la capitale, avaient des mœurs trop atroces pour les enfants. C'est pas bien pour le chignon des enfants. Pour l'éducation des enfants, c'est une catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident d'aller en banlieue. Donc, c'est pour ça, en fait, que dès le premier verset, ils ont, ils ont côtoyé le monde de la dépravation. C'est un monde hyper dépravé, Moab. N'oublions pas que c'est un monde qui est né à partir d'un inceste entre la fille de Lot et son père, et qui s'est pas caché dans l'inceste puisque l'enfant ils l'ont appelé Moab, qui veut dire d'Irachi, Mehav, deux papas. L'enfant s'appelle inceste. Vous vous rappelez pas Gainsbourg? Lemon inceste, inceste de citron. Vous connaissez pas? Oui. Tu connais? Regardez dans les trucs. Il avait fait une chanson avec Charlotte, sa fille, et il flirtait à fond sur cette relation langoureuse avec sa fille. Il a appelé ce tube
un zeste de citron. Un zeste de citron. Ouais, c'est un peu bah, en fait, Si tu fais le mot avec un zeste, en français, un zeste, il a dit un zeste de citron. Il a joué, il fait un jeu de mots. Ouais. Et tu vois dessus, je t'aime encore, je t'aime tout le temps. Elle disait comme ça, enfin, c'est un truc de fou. Il a flirté, enfin, il a joué, je sais pas s'il a dérapé, je pense pas. Je pense pas. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas s'il a dérapé avec elle. Ouais, Charlotte Gainsbourg. C'est une grande actrice. c'est l'époque. Ben oui. C'était Gainsbourg. C'est Gainsbourg. Gainsbourg, ok. Donc maintenant, la fille s'appelle inceste. Le fils, moi, s'appelle inceste. Amon, je me rappelle plus, il faut que je revoie le texte. Mais t'as raison, ça pue, quoi. C'est elle ne se prive pas de ça. Ouais. Bon, il faut expliquer pourquoi. Elle se prive pas, mais bon, j'ai pas le temps d'en parler. Maintenant. Donc, premièrement, ils vont à Moab pour un break. Mais c'est trop dépravé, donc on va en banlieue. Ouais, ouais. La banlieue, c'est morose, ouais. Donc, ils vont en banlieue, ouais. Et après, nous dit le texte, va y avoir, ils se démoivent. Ils reviennent en se démoivent. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est très simple. C'est vrai que les banlieues, c'est plus safe au niveau dépravation, mais il se passe rien en banlieue. C'est morose. Il y a rien qui se passe. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de truc, ouais. Il n'y a rien qui se passe. À Paris, il se passe des choses. Toutes les semaines, un nouveau resto cachère à Levallois. Il se passe des choses, ouais, quand t'habites. Il se passe rien, quoi. Donc, ok, alors, et ça, c'est très intéressant au niveau de la fermeté dans nos principes. Parfois, on peut être très clair dans nos principes. Ah non, moi, par exemple, les enfants, ils font jamais ça. Ah, moi, par exemple, je veux pas goûter à ça. Ouais. Mais combien de temps tu vas tenir avec ce principe? Est-ce qu'il résiste au temps? Et ils n'ont pas résisté. Ça veut dire, on peut pas laisser les enfants devant le bois de Boulogne dans la partie pourrie. Ouais, c'est pas possible. Tu peux pas te mettre un appartement là. Ouais, il faut pas qu'il y ait de prostituées en face. C'est pas possible. Je vais bouffer mon enfant sinon, ouais. Donc, du coup, ben, je vais ailleurs. Ouais, mais après, ailleurs, truc et tout, et bah, bon, ben, je reviens. Vous comprenez pas? Bon, on gère les enfants. C'est que l'ordre des priorités. Jusqu'à quand tu tiens dans tes principes, ouais. Et ça, c'est valable dans toute la vie. Donc, du coup, et après, nous dit le texte, Vaïoucham, ils furent là-bas. Là, ils sont retournés à Moab. Donc, Vaïavoucham, ils sont retournés. Donc, ils sont partis. Premier verset, ils y vont. Après, ils vont en banlieue. Après, ils reviennent à Moab, à la capitale. Et après, ils y restent. Fini les bonnes résolutions. Euh, comment? Parce que des Moab. Puis des Moab. C'est la deuxième fois. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on dit. Ça veut dire qu'ils sont restés dans les plaines. Ça veut dire, ils étaient partis pour la Gour et ils vont faire des vieux os. Ok? Donc, je répète. Premier verset te dit, ils allèrent vers Moab. Donc, ils sont allés à Moab. Après, tu vois, ils allèrent vers Moab. Il n'y a pas de Moab. Ouais. Il n'y a pas de ville homonyme. Non. Ils y allèrent, premier verset. Après, ils repartent. Ce que tu dis pas le texte. Après, ils reviennent. Et après, ils y restent. Ouais. Ils passent du nomade au sédentaire. Sédentarisé. Maintenant, on fait juste le dernier verset parce qu'il est trop excitant. J'arrive pas à m'arrêter, moi, c'est terrible. Vayamot et Limeler. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Fais le troisième verset. Lequel? Le 3? Le 3, ouais. Ok. Vayamot Elimelech, dit le texte, il est mort Elimelech. Ok? Ish Noémie, le mari de Noémie. Vatishael, il ne resta plus que elle, ou Shnebanea, et ses deux fils. C'est un triplon. C'est un triplon, Razak. Mais si vous dites c'est un triplon, pourquoi c'est un triplon? Justifie. Bah, on répète encore Ish Naomi, et on répète encore Ushne Banav, et voilà. Ok. Très bien, vous avez compris le problème de ce verset ou pas? Le mari d'eux. Marine Naomi. Mais il demande ici, mais on le savait pas? On est à ce point amnésique qu'on l'a oublié du verset numéro 2 du verset numéro 3. Le Rav Zera, il a tellement parlé pendant des heures sur le verset numéro 2 que quand on a pris le numéro 3, on a oublié ce qui était marqué dans le numéro 2. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée, ouais? On le sait, s'il n'a pas dit ça, donc gomme-le. Va dire, Vayamot Elimelech, il est mort. Pas tu as besoin de dire, il est mort Elimelech. Lui, bon. Maintenant, c'est déjà le triplon, le quadruplon, tant qu'on y regardait. Il est mort Elimelech, je m'arrête là, moi. Je mets du Tipex partout. Ishnoémie, on le savait. Maintenant, résultat des courses, il ne reste plus que elle et ses deux enfants. Vous connaissez le pince-mi et pince-moi sont sur un bateau. Si pince-mi tombe à l'eau, il reste plus que pince-moi, ouais. Je sais compter jusqu'à 4, je pense. Hein. Les gens qui lisent savent compter jusqu'à 4. Donc en fait, il y a 4 personnes dans cette famille, ouais. Donc le mari meurt. Le texte a besoin de te dire, ben, il ne reste plus donc que la femme
et 2 enfants. Mais on est où là? On est au Prégan, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée là? C'est quoi l'idée? À quoi joue le texte? Vous comprenez le problème ou pas? On aurait pu éviter. Regardez comment c'est magnifique. Il est mort, Noémie. Il est mort, Elimelech, pardon. Ish Noémie, le mari de Noémie. C'est quoi le mari de Noémie? Vous savez, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux choses possibles. Soit on va dire, et c'est terrible, que c'était un grand bonhomme, mais il finit sa vie en n'étant plus que le mari d'eux. Il a perdu toute sa superbe. Il n'a pas assumé ses responsabilités. Il n'est plus que le mari d'eux. Vous savez, très souvent, les femmes n'aiment pas être définies comme étant je suis la femme d'eux. Je ne suis pas la femme d'eux, je suis quelqu'un. Vous comprenez ou pas? J'ai beau être marié, c'est vrai, mais je suis pas que la femme d'eux, genre une sorte d'artefact de mon mari, même pas en rêve. Et le mari, pareil. Je suis pas le mari d'eux, c'est complexe. Mais non, dis quand même son nom. Quoi? Elimelech. Il Dis, il est mort, Elimelech, ouais. son nom. Mais c'est Ah, pas. Non, Ron, ça veut dire tout Elimelech qu'il est. Oups, chute vertigineuse. Elimelech ne s'appelle plus que le mari de Noémie. C'est ça que ça veut dire. Ok, très bien. Maintenant, autre possibilité. Quand il meurt, alors c'est Agmara qui dit comme ça qu'en fait, la vraie personne qui ressent le départ de l'Himénaire, c'est sa femme. Et c'est une Gemara qui dit ça. La vraie personne qui souffre dans un deuil, c'est la femme. Parce que les enfants, ils souffrent, mais ils se refont. Et puis ils ont d'autres chats à fouetter. C'est un peu dur de dire ça. Ils ont leur famille. Donc en fait, la veuve, c'est la chose la plus délicate qui existe. Donc en fait, le texte te met en exergue le fait que l'atrocité, elle est surtout pour Madame Noémie. Maintenant, il ne reste plus que elle et ses 2 enfants, mais je savais, j'ai compté jusqu'à 4, Ribono Shalolam. Réponse, Vaticher, c'est la chaîne Shiraim. Elle n'est plus qu'un résidu d'elle-même. Malgré le fait que son mari est baissé, mais sans son mari, elle n'est plus qu'une sorte de trace. Elle n'est plus qu'un résidu. Ça, c'est ce que vient ici dépeindre le texte. Vous comprenez un petit peu comment le texte permet de colorer un tableau. C'est un coloriage que fait le texte, ouais. Il te donne une âme, ouais, quand tu l'étudies, évidemment. Sinon, tu passes complètement à côté, ouais. Donc, ces enfants aussi, c'est que des résidus de Ben de oui, l'humain. exactement. Et d'ailleurs, regardez la suite. Oh, vous êtes chiche de faire le quatrième ou pas? Parce que c'est une pépite, le quatrième. Vous êtes prêts ou pas? Ouais, ouais. Je vais pas vous prendre, hein. Moi, je suis un fou, mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'être dans la folie, quoi. Je suis pas le but contaminé, quoi. Chas shalom, hein, bon. Alors, regardez. Qu'est-ce que font après la mort du papa? Nous dit le texte. Vaïsou la haine Hachim. On va bien traduire ça. Ils se marièrent à eux des femmes. Donc, ils prirent à eux des femmes. Littéralement, hein. Je le dis mal en français, mais c'est ça qui est marqué, Rabotaï. Des femmes moabites, qui vont se marier avec des moabiotes. Ok? Shema Achat Orpa, l'une s'appelle Orpa, Veshem Hashenit Ruth. Vayeshvu, Sham Ke Eser Shanim. Et ils s'installèrent là-bas à peu près 10 ans. À vous de jouer. Tous les coups sont permis, rien ne va plus. Ceci épousait une voix de la traduction. Ouais. Ah, je l'ai marqué dans la traduction parce que c'est moi qui l'ai fait. Ouais, ok. Ceci épousait. Je sais que c'est drôle. Ouais, bah oui, bah oui. Que veut dire pour eux la haine? Ouais, c'est bizarre. Bravo, très bien. Yoel, très bien. Ensuite. Faites Moabite. C'est qu'elle. Exactement. En fait, c'est pas ça le problème. Faites attention, c'est pas ça le problème. C'est les seuls qui sont enfouis. Qui sont. Enfouis. Oui, oui, c'est la seule. Ouais. C'est encore plus que Vaillou. Ils furent là-bas, là maintenant. Vaillez-Joucham. Maintenant, regardez. Je reprends ta remarque, qui est pertinente. En fait, ça arrive, hein. L'assimilation, ouais. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a je sais pas, des harmonies, des domines qui se trouvent. Alors, attends 2 secondes. Il est évident qu'on peut pas partir de l'hypothèse que les fils du plus grand rabbin se marient avec des non-juifs, c'est pas possible. Donc, elles ont fait une conversion. Et si on va voir qu'elles feront une conversion aussi, enfin, Ruth va faire encore une conversion en montant en Israël, parce qu'en fait, il y avait des conversions à 2 niveaux. Conversion Chutz conversion pour être en Israël. On va dire comme ça. Bon. Maintenant, Ici, elle marque le courant, vraiment, ça, c'est un intérêt que personnel. non, je veux pas de réponse. Elle me spoil tout, là. Attends, déjà, elle m'a dit, va-t'en. Il m'a dit, va-t'en. Mais je m'en vais maintenant, c'est pas possible. Ah, très bien, Yona, bravo. Kola Kavod. Vous rentrez dans le texte, c'est magnifique. Regardez. Regardez. Ok, alors regardez comment c'est magnifique. On va d'abord analyser le terme. Ils se marièrent à eux des femmes moabiotes. Moi,
j'aurais enlevé quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que j'aurais enlevé? Bien. Les femmes. Ben non. Bravo! Parce que, a priori, au moins à cette époque, un mec se marie avec une femme, pas avec un mec. Ouais? Donc c'est une lapalissade qui se marie avec une femme. Primo. Secondo, tu peux très bien donc gommer femme et mettre, il s'est chopé une Suédoise. Un peu comme ça, ouais. Il était avec une Suédoise. Tu dis pas avec une femme suédoise. Moi, Biot est déjà le féminin, donc t'as pas besoin. Vous comprenez le problème ou pas? Donc c'est un problème ici. Regardez le chat incroyable qui va sortir de ça. En fait, comme tu l'as fait remarquer, Yona, elle dit comme ça, mais c'est quoi se marier pour eux? Alors je vous explique. Je vous explique. Je vous explique. C'est un truc incroyable. Dans la vie, on a compris que c'est des personnes qui souffrent d'un problème d'égoïsme, de repli sur soi, d'absence de considération de l'autre. Vous savez quoi? Il y a une thérapie extraordinaire pour les gens qui sont égoïstes. Vous savez comment elle s'appelle cette thérapie? Elle s'appelle le mariage. Parce que le mariage, en fait, est l'institution, est le laboratoire de Chesed. Parce que tu vas rencontrer une personne du sexe différent, parce que la Torah interdit toute autre forme de relation, et le sexe différent, je te promets, c'est hyper différent. Il n'y a pas que le sexe qui est différent, et d'ailleurs même au niveau sexualité, c'est complètement différent. Le fonctionnement masculin et féminin est complètement aux antipodes, aucun rapport l'un avec l'autre. Mais c'est une mentalité différente, une éducation différente, c'est un monde qui nous sépare, ouais. Et je vous dis honnêtement, ça aurait été beaucoup plus simple pour un mec de se marier avec son meilleur copain. Et pour une fille de se marier avec sa meilleure copine. Parce que ta meilleure copine ou ton meilleur copain, même humour, mêmes études, même hobby, même truc. Va trouver ça dans le rapport masculin-féminin. En tout cas, c'est impossible. La Torah interdit, donc on va pas jouer les malins. Elle interdit parce qu'en fait, elle veut que tu t'ouvres à ce fossé qu'est un mec qui dit mais quel rapport il y a entre un homme et une femme? Il y a aucun rapport. Une femme il dit mais il y a rien de plus étranger pour moi qu'un homme, ouais. Ça, ce fossé colossal, ouais, à tel point que le Maral dit qu'il y a tellement de travail à faire dans un couple qu'a priori on pourrait matcher n'importe qui avec n'importe qui. Tu fais un random, tu fais comment? Attends, 2 secondes. A priori, c'est-à-dire que quoi? On fait pas ça. On va essayer de trouver le maximum d'atomes crochus. Parce que, tu vois, si tu parles même pas la même langue que le mec, ça va être compliqué. C'est pas obligé. Moi, mon rêve, par exemple, il parlait pas la même langue que sa femme. Et ça a marché de folie. Comment? En anglais. Ils ont trouvé un, pas un mot de français. Elle était française. Donc ils ont en anglais. Bon, mais encore une fois, tu vas éviter les catastrophes. C'est-à-dire dans le sens où tu vas pas prendre a priori une personne du Guatemala, quoi. J'en sais rien. Mais en général, Rachid va dire, bon, l'idéal, la fille de ton village. Ou le mec, c'est-à-dire, parce qu'on a les mêmes façons. Mais après tout ça, c'est colossal, ouais. Donc maintenant, et ça, si t'es pas armé de ce qui s'appelle le chesed, c'est-à-dire la capacité à englober quelque chose de différent de toi, t'es foutu. Moi, j'ai foutu. Mais maintenant, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, tu vas avoir des enfants qui sont complètement différents de toi aussi. Si tu as fait le travail avec ton épouse, avec ton mari, tu pourras comprendre qu'il peut y avoir des gens qui sont pas des copies en forme de toi. Tandis que le rapport homosexuel est un rapport qui va quelque part être un rapport de duplication. C'est pas une externalisation de toi-même, c'est toi-même. Et d'ailleurs, bon, c'est un peu truc, mais au niveau même de l'acte, il n'y a pas un face-à-face, vous comprenez, chez les hommes. Donc il y a une négation de l'autre. Vous comprenez ou pas? Ouais. Au niveau de l'acte sexuel purement dur, homosexuel, je parle au niveau des hommes, ouais. En fait, d'une certaine façon, c'est une incapacité d'appréhender l'autre, fondamentalement. Désolé d'être descendu tellement bas, mais c'est juste pour bien saisir ce qui se trame ici. Ouais. La Torah, elle veut pas ça. Ouais. Maintenant, et c'est pas que pour des considérations, c'est pas une question de natalité, hein, encore une fois. C'est parce qu'il y a un vrai problème d'absence de l'altérité. Bon. Maintenant, ils auraient pu se rédimer, mais le problème, c'est que si, ouais, ils envisagent le mariage comme étant, elle sera mon objet, de façon totalement égoïste. Alors, du coup, regardez comment c'est magnifique. Pourquoi on dit Nashim ou Abiot? On dit Nashim, c'est-à-dire une fois qu'elles sont devenues femmes, elles sont restées dans leur moabite attitude. C'est-à-dire, les gens croient que ça veut dire, en fait, c'était des fausses converties. Elles jouaient le jeu. Elles ont simulé. Ouais, ça peut exister, ouais, je me rappelle. Par exemple, t'as la fille de Trump, ouais. Elle, ça a l'air d'une super conversion. Mais le frère il s'appelle Jasner, ouais. Son frère, ouais. Il s'est marié avec un mannequin de Victoria's Secret qui se convertit une fois qu'ils se connaissaient depuis très longtemps.
Ben là, tu as le droit de te dire que, je sais pas, ça veut dire, c'est un peu bizarre, quoi. Ils sont depuis des années ensemble, et puis d'un coup, bon, il faut plaire au papa milliardaire, donc on va la convertir, tic-tac. Tu sens qu'en fait, c'est pas. Alors, on pourrait croire que c'est ça chez elles, mais en fait, non, c'est pas ça. Elles sont restées dans leur Moabite attitude, ça veut dire elles ont resté dans leur réflexe de Moabite. Tu sais pourquoi? Parce que vu que leurs maris n'ont pas été un exemple pour elles, alors d'une certaine façon, elles ne peuvent pas s'ouvrir. C'est-à-dire que si le mari joue le jeu de c'est quoi la Torah, et la Torah on a dit c'est du chesed à l'état pur, alors elles peuvent s'inspirer de leur mari parce qu'en fait, leur mari est peut-être un modèle puisque c'est le fils du grand rabbin, donc en fait, elles peuvent se hisser par leur mari. Mais eux, comme ils jouent anti-Torah, donc elles restent stagnent, donc elles stagnent en mobilité, tu peux pas faire mieux. Tu comprends, vous comprenez pas? Un converti a besoin d'être hissé dans ses relations. Il a besoin de fréquenter des gens qui vont lui donner envie de grandir. Donc c'est ça qui se passe. Et donc, et je finis, regardez, on n'a pas vu cette question, mais elle est magnifique. Voyez, je vous chame, t'as dit, et ils vont s'installer là-bas. Qu'est Esser Shalom? C'est vrai, qu'est Esser Shalom? Pardon. Comment? Pas comme. C'est pas comme 10 ans. À peu près 10 ans. Qu'est, c'est à peu près 10 ans. C'est quand il reste à peu près 10 ans. Quand est-ce que tu dis, je suis resté à peu près 10 ans? C'est quoi, quand est-ce que tu dis ça? On n'est pas sûr. C'est sûr qu'on n'est pas sûr. On n'est pas encore fait les 10 ans, ouais. Oui, mais mieux que ça veut dire. Enfin, c'est délicat, hein, c'est un peu dur. Pas eu d'influence sur quand ça nous a quand Pas c'est mal, t'es pas c'est loin. une expérience qui a été positive. Comment? Quand il n'y a pas de regret. C'est l'inverse. Parce qu'un mec qui est en prison, ouais, il peut te dire exactement combien de temps il est resté. Combien de nuits il est resté. 625, ouais, quand on parle des otages, ouais, ouais, d'accord. Maintenant, quand tu dis, je sais pas, 10 ans, c'est que tu souffrais pas vraiment. Ça fait 10 ans que tu es à l'extérieur d'Israël, c'est là où le game se joue, tu es dans la nation la plus pourrie, et tu souffres pas. Il y a un problème ici. Vous comprenez ou pas? Tout ça, c'est marqué dans le texte. D'accord? On s'arrête là. Pour de bon. Il y a trop de choses à dire, ouais. Vous avez vu un petit peu la saveur du texte ou pas? C'est génial, ouais.